Dans cette section, on va faire une introduction à l'arithmétique. L'arithmétique est l'étude des entiers naturels, donc l'ensemble n, ou relatif, l'ensemble z. Un petit rappel, donc l'ensemble n, donc les entiers naturels 0, 1, 2 et ainsi de suite. L'ensemble z, donc les entiers relatifs, ils peuvent être positifs ou négatifs. Donc voilà, moins 2, moins 1, moins 7, 1, 7 et ainsi de suite. Maintenant, pourquoi on s'intéresse à l'étude de ces deux ensembles? Parce que la construction de ces deux ensembles est discrète. On a des ensembles dénombrables, donc les points sont isolés. Ici, on a 0 et 1. Entre 0 et 1, il n'y a aucun élément. Entre, par exemple, 0 et 2, il y a un élément. Donc, entre deux éléments de n, il y a un nombre fini d'éléments. Alors que dans l'ensemble R, la construction est continue. Donc, si je prends deux éléments A et B avec A différent de B, il y a une infinité d'éléments réels entre les deux éléments A et B. On voit maintenant la spécificité des ensembles n et z, donc l'ensemble des entiers, qu'ils soient naturels ou relatifs. Une deuxième différence, si on a deux éléments A et B réels, alors A plus B, A moins B, A fois B et A divisé par B, avec B différent de 0, appartiennent à R, ils sont tous réels. Et c'est pareil pour l'ensemble Q des rationnels. Donc vous pouvez vérifier vous-même, en appliquant les quatre opérations, on retrouve des nombres rationnels. Maintenant, qu'en est-il des entiers relatifs au naturel? Donc soit A et B appartient à Z, ou N. Clairement, A plus B est entier, A moins B l'est aussi, A fois B l'est aussi. Malheureusement, A sur B n'est pas forcément entier. Si je prends 1 sur 3 par exemple, 1 et 3 sont entiers, mais 1 sur 3 ne l'est pas. Ainsi, on a trouvé une deuxième et une très importante différence entre l'ensemble des entiers et l'ensemble des réels. En appliquant la division, comme on l'a défini pour les réels, on peut sortir de l'ensemble des entiers. Donc on a deux entiers, en appliquant une opération et on sort complètement de l'ensemble des entiers. Ainsi, l'étude de la divisibilité dans n ou z est très importante. Une très grande partie de ce cours sera consacrée à la divisibilité, c'est-à-dire quand est-ce que le quotient A sur B appartient à Z. Intéressons-nous maintenant à quelques axiomes dans n qu'on doit apprendre par cœur. Commençons par le principe du bon ordre. Donc soit E une partie de n, donc E inclus dans l'ensemble des entiers naturels, et E différent de l'ensemble vide. Alors, E admet un plus petit élément. Pour comprendre ce principe, vous devez déjà savoir la différence entre le sup et le max, et l'inf et le min. Ce n'est pas la même chose. La différence entre le sup et le max doit appartenir à l'ensemble. Alors le sup, pas forcément. Un exemple classique, donc si je cherche le sup de l'intervalle 0,1, on trouve 1. On dit que le sup est le plus petit des majorants. Donc tous les éléments de 0,1 vont être inférieurs à 1. On peut définir facilement le sup d'une façon rigoureuse. Donc on a quel que soit x appartient à 0,1, x est inférieur à 1. Donc 1 est un majorant de l'ensemble 0,1. Autre chose, donc soit m tel que quel que soit x appartient à 0,1, x est inférieur à m, soit m un majorant quelconque de l'ensemble, alors 1 est inférieur à m. Donc c'est pour ça que 1 est le sup de cet ensemble. C'est le plus petit des majorants. Et quand vous voyez, 1, donc le sup de cet intervalle, n'appartient pas à l'intervalle 0,1. Alors, si on cherche le max de 0,1, il n'existe pas. On peut démontrer ça par absurde, donc soit h, supposons qu'il existe, donc h égale le max de 0,1. Clairement, comme h est un max, donc pas un sup, donc le max doit appartenir à l'ensemble. Donc h appartient à l'intervalle 0,1. Donc ici 0,1, h. Donc si je considère le milieu de h1, donc ce point-là, ça va être h plus 1 sur 2. Et ce point-là, clairement, il appartient à 0,1, il est supérieur à h. Donc clairement, h n'est pas un max, parce que pour que h soit un max, il faut qu'il soit supérieur à tous les éléments de 0,1, ce qui est absurde. Donc ce que vous devez apprendre, le max doit appartenir à l'ensemble, pareil que le min, donc le max et le min, donc le plus grand et le plus petit, doivent appartenir à l'ensemble, alors que le sup et l'inf d'un ensemble n'appartiennent pas forcément à l'ensemble. Donc le sup d'un ensemble, c'est le plus petit des majorants, l'inf d'un ensemble
est le plus grand des minorants. Et parfois, il se peut que le max égale au sup. Par exemple, le sup de l'intervalle fermé 0,1 égale à 1. Et comme 1 appartient à l'ensemble 0,1, alors 1 est un max aussi. Un autre exemple, si je cherche l'inf de l'ensemble moins 1, 3 égale à moins 1. Mais si je cherche le min de moins 1, 3, il n'existe pas, parce que moins 1 n'appartient pas à l'ensemble. Si je cherche le max de moins 1, 3, c'est 3, parce que 3 est un sup et il appartient à l'intervalle. Cherchons ensemble le max de 0,3 union 7 sur 2. Donc vous allez me dire 3 est un intervalle ouvert, donc le max n'existe pas, mais il faut faire attention, parce que cet ensemble, c'est l'union de 0,3 et 7 sur 2 qui est 3,5. Donc 3,5 est supérieur à 3, donc 3 sur 5 est supérieur à tous les éléments, et il appartient à l'ensemble. Donc le max existe et est égal à 7 sur 2. Retournons maintenant à notre principe. Donc si E une partie de n est E différent de l'ensemble vide, alors min de E existe. Pourquoi le min et pas le max? Tout simplement parce que regardez, par définition, l'ensemble des entiers naturels est minoré par 0. Donc 0 est le plus petit élément. Alors clairement, l'ensemble n n'est pas majoré. Donc il y a n, n plus 1, n plus 2, et on peut aller jusqu'à de très grands nombres. Et pourquoi ici on prend une partie de n et pas de z? Parce que z, comme vous voyez, elle n'est pas limitée ni à droite ni à gauche. Donc on peut aller avec des nombres très très grands positifs ou des nombres très petits négatifs. Maintenant, comment comprendre et apprendre ce théorème? Donc si on a n, donc n commence par 0. 0, 1, 2 et continue 17, 23 et ainsi de suite. Si je cherche l'ensemble E, donc ce sera un sous-ensemble de n. Donc il y aura des parties, par exemple c'est un nombre-là, ce nombre-là, 17 peut-être appartient et ainsi de suite. Le min de E sera le premier élément. Par exemple si 2 appartient, donc 2 sera le min de E. Parce que tous les éléments qui sont avant 2 n'appartiennent pas à eux. Ce principe, vous devez l'apprendre par cœur. Toute partie de n non vide admet un minimum. Passons maintenant à un deuxième axiome, aussi important que le premier, donc axiome d'Archimède. Qu'est-ce qu'il dit cet axiome? Donc quel que soit x strictement supérieur à 0, quel que soit y appartient à R, il existe un n entier naturel tel que nx est strictement supérieur à y. Essayons de démontrer cet axiome dans le cas des entiers naturels. Donc on suppose que x et y appartiennent à n au carré, donc deux entiers naturels, et x différent de 0. Tout simplement parce que ici, on a ici x différent de 0. Pourquoi je fais cette démonstration? Elle est classique. Il se peut que vous l'utilisez dans quelques exercices. Clairement, donc x entier naturel, x différent de 0, donc x appartient à n étoile, implique que x est supérieur ou égal à 1, implique, maintenant si je multiplie par y plus 1 ici et là, donc y entier naturel, donc y plus 1 est positif, donc le sens ne va pas changer, donc on aura x facteur de y plus 1 supérieur ou égal à y plus 1, qui est strictement supérieur à y. Tout simplement parce que 1 est strictement supérieur à 0, donc si on rajoute y, on aura y plus 1 est strictement supérieur à y. On peut maintenant effacer y plus 1 et garder que x facteur de y plus 1 est strictement supérieur à y. On déduit, donc en divisant tout par x, parce que je rappelle x est différent de 0, donc on aura y plus 1 est strictement supérieur à y sur x. Et comme y, d'accord, est un entier naturel, alors y plus 1 est un entier naturel. Et on voit très bien, donc n est supérieur à y sur x, donc on a trouvé n. Donc si on considère y plus 1, il vérifie cette inégalité. Donc y plus 1 fois x est supérieur strictement à y. Donc on a trouvé le n. Maintenant, retournons à notre axiome, que je rappelle est valable pour des x et y réels, et essayons de le comprendre. Qu'est-ce qu'il dit cet axiome? Donc si je prends un x strictement supérieur à 0, donc quel que soit y, je peux dépasser y. Donc il suffit de multiplier x par n, donc faire x, parce que x fois n entier naturel, ça va être x plus x plus x plus x, d'accord? Donc en rajoutant des x, on peut dépasser n'importe quel y. Même si on prend un x très petit, très proche de 0, et un y qui est égal à des milliards, on peut toujours dépasser y. Il suffit de rajouter les x n fois et on va dépasser y. Malgré la simplicité apparente de ces deux axiomes, donc celui du bon ordre et celui d'Archimède,
Ils ont des applications très importantes dans l'approximation des distances, des surfaces et des volumes. Prenons un exemple pour bien comprendre l'importance de ces deux principes. Commençons par le principe d'Archimède. Donc on prend un y quelconque. Donc déjà quand y est négatif, ce théorème, donc cet axiome est évident parce qu'il suffit de prendre n égale à 1, donc on aura x qui est positif, donc il sera strictement supérieur à y quand y est négatif. Cet axiome devient intéressant lorsque y est très grand. Donc y est très grand et x, donc il est supérieur strictement à 0. On peut toujours dépasser y en multipliant x n fois. Donc x en rajoutant un x, 2x, 3x et jusqu'à nx qui sera supérieur à y. Donc quelque part ici. On déduit que l'ensemble E des entiers naturels tels que nx est strictement supérieur à y est différent de l'ensemble vide. Parce que selon cet axiome, il existe un n. Donc cet ensemble n'est pas vide. Clairement, E est une partie de n, donc par construction, parce que l'ensemble E, ce sont les entiers naturels qui vérifient cette inégalité, donc ils sont entiers, on peut appliquer le principe du bon ordre. Qu'est-ce qu'il dit? Donc E, il est une partie de n et non vide, donc elle admet un min. Donc min de E existe. Je vais noter min de E n0. Clairement, n0x sera ici, parce que n0 c'est le plus petit, donc c'est le premier n tel que nx est supérieur à y. Donc n0 plus 1 aussi appartient à E, parce que n0 plus 1 donc, sera ici. Donc n0 plus 1x sera ici. Mais le plus petit, donc le min, sera celui-là, n0x. Par conséquent, n0 moins 1x ne doit pas appartenir à E, parce que n0 moins 1 est inférieur au min, donc il n'appartient pas à E, donc il ne vérifie pas cette inégalité. Donc n0 moins 1x sera inférieur à y, donc inférieur à y sera ici. Qu'est-ce qu'on a fait maintenant? On a pu approximer la distance y, donc la distance y sera comprise entre n0 moins 1x et n0x. Et si vous faites la différence entre n0x et n0 moins 1x, on trouve x. Donc on a pu trouver y avec une précision x. Et comme l'axiome d'Archimède est valable pour n'importe quel x strictement supérieur à 0, donc si on prend un x encore plus petit, on trouvera une très bonne approximation de y avec une précision de x qui sera plus petit. Il s'agit du principe d'exhaustion de Daux. C'est un principe qui était utilisé dans l'Antiquité pour approximer des mesures. Et tout cela est possible grâce à ces deux principes. Et on peut utiliser ce principe même pour les surfaces et le volume. Si on a une surface y quelconque et on a une toute petite surface x qui est différente de 0, on peut approximer y, donc il existe un n, en multipliant n par x, d'accord, on peut retrouver une approximation de y. Prenons un exemple classique pour bien comprendre l'importance de ce principe de Daux. Vous savez tous que l'aire de ce disque égale à r au carré pi, avec r le rayon du cercle. Mais cette surface n'est pas évidente à trouver. Une méthode rudimentaire pour chercher la surface consiste à diviser le cercle en 6 triangles, 8 ou 10, comme vous voulez, d'accord? Et calculer la surface de chaque triangle. Donc la surface du triangle est très simple, c'est la base fois la hauteur divisée par 2. Et en faisant la somme, on peut approximer la surface de ce disque. Et comme on a vu tout à l'heure, plus x est petit, meilleure est l'approximation. Donc si je prends un petit triangle, d'accord, et on fait la somme des triangles, des surfaces, on va trouver une très bonne approximation de la surface du disque. Et ce principe de Daux, c'est le même principe de Riemann. Donc vous vous rappelez, quand on a voulu calculer l'intégrale, donc on a divisé cette surface en petits morceaux et on a pu approximer cette surface par la somme de ces surfaces. On a trouvé même que la surface sera comprise entre deux valeurs en fonction de n. Et donc tout cela repose sur les deux principes, donc celui du bon ordre et celui d'Archimède. C'est pour cela qu'Archimède était un pionnier du calcul des surfaces. Il a fallu attendre quelques siècles avant d'introduire le calcul intégral et différentiel, qui repose sur l'infini, les limites et aussi les variations infinitésimales. Néanmoins, si on cherche la base de ce calcul différentiel, c'est l'exhaustion de Daux, qui repose sur ces deux principes qui paraissent à première vue inutiles. Et d'ailleurs, dans les programmes informatiques, pour trouver l'intégrale, à moins que la primitive est très simple à trouver, on applique ce principe. On divise cette surface en tout petits morceaux et on fait la somme. Donc on
approxime y par n fois x. Passons maintenant aux dernières actions qu'on verra dans ce cours. Il s'agit du principe des tiroirs. Il est très simple. Donc si on range n plus 1 objets dans n tiroirs, alors un tiroir contiendra au moins 2 objets. Il est évident, donc si on met, donc on a n plus 1 objets, si on met n objets par tiroir, il nous restera à la fin un objet qu'il faut le mettre dans un tiroir déjà rempli. Donc l'un des tiroirs contiendra au moins 2 objets. L'une des applications classiques de ce principe, on est sûr qu'au moins 2 personnes aux États-Unis ont le même nombre de cheveux. Déjà, le nombre de cheveux est une variable aléatoire, donc ça dépend des personnes, mais on sait qu'en moyenne, donc les études montrent qu'on a 150 000 cheveux, en moyenne. D'après les études, donc la variance n'est pas très grande, mais pour être très conservateur, on peut dire que 90% de la population aura moins de 10 millions. Maintenant, si je cherche 90% fois la population américaine, donc il est aux alentours de 300 millions, donc je trouve 270 millions. On a le nombre des cheveux va varier de 0 à 10 millions, et on a 270 millions. Habitants, donc si on range les habitants, donc un habitant par nombre de cheveux, il nous restera 260, donc déjà 270 moins 10 millions. Pour être plus précis, c'est moins 10 plus 1, parce que entre 0 et 10 millions, il y a 10 millions plus 1. Case, tiroir. Donc il nous restera 260 millions moins 1 habitants qu'on doit ranger dans les mêmes cases. Donc au moins l'une des cases contiendra plus que 2 personnes. On déduit, on est sûr de trouver au moins 2 personnes de la population américaine qui ont le même nombre de cheveux. Je récapitule, ces 3 axiomes, vous devez les apprendre par cœur. Donc c'est du bon sens et on a vu ensemble des applications concrètes de ces axiomes. Ne vous inquiétez pas, dans les exercices et dans les démonstrations du cours de l'arithmétique, on se servira de ces axiomes pour démontrer plusieurs propriétés.